Et Vincent Desportes, géopoliticien et ancien directeur de l'école de guerre, nous a rejoint. Merci d'être avec nous. On va continuer à évoquer avec vous la mobilisation des forces militaires, qu'elles soient américaines ou israéliennes. Donc Benyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, a évoqué une menace existentielle du régime iranien pour justifier l'opération de ce matin. C'est une opération coordonnée avec Washington et finalement elle a été minutieusement préparée. Il est évident qu'une opération de cette complexité a été préparée depuis très longtemps. Vous savez, les militaires savent très bien faire ça. Ils préparent et ensuite on joue un plan. Mais cette affaire-là a été préparée depuis très longtemps, depuis des mois, mais elle a été mise à jour et très particulièrement, régulièrement. Et très probablement, si la frappe a eu lieu ce matin, c'est parce qu'on devait savoir où était l'ayatollah Khamenei. C'est pour ça que les informations disent qu'il a probablement été tué. Ça a probablement été le déclencheur de ce plan de frappe qui désormais va se dérouler sur des jours, peut-être des semaines. La dernière frappe assez équivalente, c'est la guerre du Kosovo en 1999. Ça a duré 78 jours. Donc ça veut dire que là, finalement, c'est une guerre, en tout cas c'est une offensive qui est partie pour durer, selon vous ? Absolument. Évidemment, elle va durer. Il y a quelques limites. La première des limites, c'est les munitions. Ça a été dit par le chef d'état-major des armées américaines. Les stocks américains ne sont pas extensibles. Ils sont très inférieurs à ce qui existait pendant la guerre froide. Les Américains ont donné beaucoup des armes, des munitions tirées aujourd'hui à Israël depuis 2023. Les États-Unis en ont vendu beaucoup et donné à l'Ukraine. Et puis, ils conservent quand même deux ennemis importants pour eux, la Chine et la Russie. Et donc, ils ne peuvent pas se départir de toutes leurs munitions. Ça fait une limite. Il y a la deuxième limite, comme dans toutes les guerres américaines, c'est le peuple américain. L'Amérique arrête de faire la guerre quand le peuple dit « stop ». Ça a été vrai au Vietnam, ça a été vrai en Irak, ça a été vrai en Afghanistan. Mais tant que ces deux limites-là ne sont pas atteintes, il est clair que l'opération durera. C'est intéressant ce que vous dites, Général, puisque vous dites que la guerre continuera tant que le peuple américain ne dit pas stop. Gauthier, cet interventionnisme de Donald Trump, ça ne va pas avec la politique MAGA. Alors, non, c'est vrai. Et d'ailleurs, il y a lieu pour Donald Trump de faire attention à cela, parce que quand il y a une échéance électorale comme ça, une mi-mandat qui approche, il faut faire attention. En même temps, en vous écoutant, en général, je me disais, est-ce qu'il n'y a pas non plus une façon pour l'administration Trump de dire, écoutez, vous n'êtes peut-être pas d'accord, mais c'est moi qui décide, et si vous voulez, une moins grande attention à la nature démocratique du débat qu'ont pu l'avoir certains prédécesseurs de Donald Trump à la Maison-Blanche, même si Richard Nixon était très conservateur, mais il y a eu quand même ce poids de l'opinion avec les manifestations anti-Vietnam. Là, on ne voit pas énormément dans l'immédiat. Face aux menées qui sont effectivement souvent guerrières ou belliqueuses de Trump, on ne voit pas une résistance ou une opinion publique vent debout. Non, mais d'après les chiffres que j'ai eus ce matin et qui ont peut-être changé, il semblerait que 70% de la population américaine n'approuve pas, ne pose pas, mais n'approuve pas. Ouais. Et puis le fond du tiroir, l'échéance, c'est quand même les mi-termes, si vous voulez. Et il va falloir... L'Amérique n'est pas très contente de Trump, inflation, le prix de l'œuf, etc. Et donc on voit bien que ça ne peut pas durer aussi très longtemps, même si le peuple américain ne dit pas on arrête. Il faudra bien que Trump, à un moment donné, gagne les mi-termes. Il peut perdre la Chambre, on le sait, le Sénat c'est plus difficile, mais la Chambre il peut la perdre. Et s'il perd la Chambre, il aura quand même beaucoup moins les mains libres que maintenant. Donc on voit bien que quand même, il y a des limites à cette affaire-là. Le problème, c'est que quand vous êtes rentré dans ce genre de guerre, la guerre, quelle que soit la guerre, quand vous commencez à mettre l'ongle, vous terminez là. On se rappelle tellement bien du mission accomplished du président Bush sur le porte-avions Lincoln, 15 jours après le début de la guerre en Irak, disant c'est terminé. Elle n'est toujours pas terminée 22 ans après ou 23 ans après. Donc on voit bien, on voit bien qu'il y a quand même de grandes chances que l'Amérique se fasse entraîner et que pour une raison, on ne peut pas arrêter une escalade parce que il est clair que cette guerre est existentielle pour l'Iran, autant que pour Israël d'ailleurs, mais pour l'Iran, et c'est une all-out war, comme diraient les Américains, et les Irans vont tout
tout utiliser, si vous voulez. Le régime risque de tomber. Ils ont des réserves de missiles balistiques qui sont assez importantes. Ils ne peuvent plus céder maintenant dans cette affaire-là. Et ils savent aussi, ils ne gagneront pas la guerre militairement contre les Américains. Mais ils n'ont pas besoin de le faire. Ils n'ont pas besoin de le faire. Il suffit qu'il y ait suffisamment de morts américains ou de morts dans les pays du Golfe ou qu'un asset américain, un bateau par exemple, soit coulé pour que Trump finalement soit amené à repartir. Donc on voit bien que la logique générale de la guerre, c'est toujours l'escalade et c'est toujours la durée longue, mais qu'il y a un certain nombre de facteurs qui fait qu'elle trouvera bien une fin à un moment donné. Elle trouvera une fin et la logique de ces guerres, puisque vous parlez finalement aussi d'engrenage d'une certaine manière, Donald Trump qui prend part à ce conflit, est-ce qu'on peut dire ou pas que Benjamin Netanyahou lui a tordu le bras pour qu'il avance là-dessus ? Moi, je pense. Parce que on ne sait pas. Ce qui se passe dans la tête de Trump, c'est compliqué. Même lui, c'est pas bien. Donc, on ne peut pas trop s'avancer sur ce sujet. Mais alors, le problème de Trump, on le voit bien depuis le début. Il pense au coup d'après, mais jamais au coup d'après, après le coup d'après, si vous voulez. Et donc, dans cette affaire-là, il est un peu aveuglé par sa propre puissance, par le coup Maduro. Il s'est dit, finalement, je vais régler l'affaire de l'Iran comme ça. Alors, il a envoyé un premier groupe aéronaval et un deuxième groupe aéronaval. Et puis, rappelez-vous ce que disait son conseiller Wynkoff, mais mon président Trump ne comprend pas pourquoi l'Iran ne s'est pas couché. Et je suis pas sûr, si vous voulez, qu'il ait vraiment réfléchi au deuxième coup, répercussions, etc. Et là, ce matin, il dit il faut que le régime tombe, etc. On sait bien qu'il n'a pas bien défini ses buts de guerre. Il faut que le régime tombe. Et je pense que celui qui voulait que ce régime tombe absolument, c'était Netanyahou. Et il l'a évidemment poussé à agir. De toute façon, Trump était obligé d'agir parce qu'à partir du moment où il avait mis 2 groupes aéronavals, il ne pouvait pas rentrer bredouille à l'un des porte-avions, le Ford à San Diego plutôt le Lincoln à San Diego et le Ford à Norfolk. C'était pas possible. Donc à partir du moment où il avait raté son premier pari, il était condamné à agir. Mais en même temps, il craignait l'affaire des mi-termes et je pense que Netanyahou a eu un effet tout à fait important avec ce fait que je pense que Khamenei avait été localisé et que ce matin à 7h30 heure française, c'était l'heure pour y aller. L'heure pour y aller et au niveau de la manière dont ça s'est passé, les frappes sont condamnées à l'international, notamment par Oslo, la Norvège donc qui affirme que ces frappes ne sont pas conformes au droit international. Gauthier, ça veut dire que Donald Trump s'assoit aujourd'hui sur le droit international pour agir ? Ça veut dire qu'il n'aura pas tout de suite son prix Nobel. Non, mais c'est intéressant que vous citiez la Norvège, parce que vous vous souvenez que Donald Trump, dès qu'il entend parler de Norvège, quelle que soit d'ailleurs la déclaration du gouvernement norvégien. Mais évidemment, oui. Et c'est d'ailleurs ça qui pose un certain nombre de pays dans un embarras terrible, c'est-à-dire qu'avec avec l'outrecuidance que confère la force, et ce que je dis là c'est pas une insulte envers les militaires. Ça veut dire que quand vous avez la force et que vous l'exercez, vous pouvez très bien vous asseoir sur le droit. Vous n'êtes pas obligé. Au contraire, certains vont dire j'utilise la force pour ramener au droit quelqu'un. Bon, on peut critiquer la manière, mais là c'est vrai qu'il y a au fond presque, et c'est là qu'il rejoint à mon sens son électorat, il y a une forme de jubilation chez Donald Trump et son entourage à s'asseoir sur le droit, à en faire litière. Et ça, c'est quelque chose qui marche très fort aussi chez MAGA, parce que chez MAGA, vous avez des personnes qui ne sont pas toutes sont des personnes précaires ou en difficulté ou en déclassement. Ce sont des gens qui ont envie, de manière presque ontologique, de transgresser. Et qu'on leur dise, voyez, vous allez de l'avant, vous marchez sur toutes ces bêtises qui sont celles du monde libéral, le droit, l'ONU, etc. Il y a, me semble-t-il, n'oublions jamais cet aspect jouissif qu'il y a dans le mouvement qui est Trump et qu'incarne Trump.